Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Pierre Lefranc. Bonjour Pierre. Bonjour Hassan. C'est un épisode aujourd'hui un peu spécial parce que pour la première fois dans le podcast, on va parler d'un roman. Un roman historique bien sûr, mais un roman quand même. Donc votre livre s'appelle La montée à l'Empyrée. C'est aux éditions Frédéric Deville, une maison d'édition belge. Ce livre suit l'évolution de la science et des découvertes scientifiques du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, en s'intéressant plus particulièrement à l'invention de la stimulation cardiaque. Parce qu'en effet, vous êtes cardiologue, vous êtes rythmologue. Et donc vous êtes un médecin et non pas un musicien, c'est bien ça ? Oui, médecin d'abord, effectivement, et puis mais rythmologue, effectivement, c'est vrai ce que vous dites. Quand on fait de la rythmologie, on étudie le rythme cardiaque, et quand on fait du rythme cardiaque, il faut avoir un petit peu l'oreille musicale. Et le fil rouge, c'est raconter les étapes successives qui, depuis la découverte de l'électricité quasiment jusqu'à son application en médecine, a permis la fabrication, la conception du stimulateur cardiaque, le pacemaker. Et on va parler de ce qu'on trouve dans le livre. Pourquoi vous avez choisi d'en faire un roman ? Alors l'idée du roman, elle s'est pas imposée immédiatement. Au début, il y avait cette idée de raconter une histoire, mais qui dépassait la limite de la stimulation cardiaque. La stimulation cardiaque, c'est le fil conducteur, mais c'est pas le thème principal du roman. L'idée, c'était d'illustrer l'évolution de la connaissance scientifique depuis le XVIIIe siècle, c'est-à-dire le Moyen-Âge technologique, jusqu'à aujourd'hui. Juste une observation. L'espérance de vie, qui est une façon de mesurer la qualité de vie et le niveau de vie d'une population aujourd'hui. Dans l'Antiquité, on a une petite idée à partir de Rome et des premiers recensements qui ont eu lieu. Bon, il y en a qui est célèbre, qui est le recensement de l'an 0, évidemment, mais il est célèbre chez les chrétiens. Et on sait à peu près que l'espérance de vie à Rome dans l'Antiquité, elle est de 35 ans. Avec les fouilles archéologiques, on estime que à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire 1000 ans plus tard, l'espérance de vie, elle est de 35 ans. Elle n'a pas bougé. Les premières études d'espérance de vie, les premières études statistiques sur la population, elles remontent à 1740, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Et là, on a vraiment une espérance de vie qui est mesurée, calculée et parfaitement bien connue. Et à la fin du XVIIIe siècle, l'espérance de vie en France, elle est de 35 ans. En 2000 ans, presque 2000 ans, ça n'a pas bougé. Et aujourd'hui, on est à 80 ans. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre le XVIIIe siècle et la fin du XXe siècle, puisque le livre se termine à la fin du XXe siècle, pour que, en 200 ans, on ait multiplié par plus de 2 cette espérance de vie qui n'avait pas bougé du tout en 2000 ans. C'est ça l'interrogation première. Et pour l'illustrer, j'ai essayé de trouver les arguments technologiques et un fil conducteur. Il y a une chose qui se passe, qui est évidente à la fin du XVIIIe siècle, c'est que le mode de pensée change complètement. C'est la révolution des Lumières. On passe d'une façon de penser qui était soumise à la religion, à la foi et donc à l'État, puisque l'État était un État religieux, c'est une religion d'État, le christianisme à l'époque, avec des dictates et des vérités qui étaient considérées comme absolues, tout simplement parce qu'elles étaient prévues par la religion. Et tout d'un coup, avec cette révolution des Lumières, on a une révolution du mode de pensée. C'est Kant qui dit à cette époque-là « oser penser ». Oui, il faut oser penser, et c'est grâce à cette audace de penser et de réfléchir qu'on voit apparaître une pensée déductive, une pensée logique, mais plus que logique d'ailleurs, parce que la logique on la trouve dans l'Antiquité, mais c'est vraiment une pensée déductive qu'on voit apparaître. Oui, parce qu'on s'émancipe de la religion et on s'émancipe aussi des penseurs et des philosophes grecs. Alors, on s'émancipe pas vraiment des penseurs grecs, on continue on continue l'évolution qu'ils avaient entamée avec Socrate, avec Platon, avec Aristote. On poursuit cette évolution qui avait été stoppée au début du Moyen-Âge et jusqu'au XVIIIe siècle par la religion qui considérait que, la Terre était plate, que le Soleil tournait autour de la Terre, etc. Et toutes les preuves scientifiques, les observations qui allaient à l'encontre de cette pensée étaient condamnables. Donc on a repris cette évolution de la pensée qui avait été interrompue pendant 2000 ans.
Et c'est grâce à cette pensée déductive qui apparaît, à cette observation qui permet de conclure et de passer à une étape suivante, et d'étape en étape, on arrive à une pensée, on arrive à un mode de réflexion qui évolue vers la technologie. On fait avancer la science, on fait avancer la connaissance. On arrive à ce moment-là à un monde qui, enfin, va vers le progrès. Et ce progrès scientifique, donc c'est évidemment la technologie, la médecine, l'hygiène. Est-ce que ce progrès se fait de manière progressive? Est-ce que c'est des petites étapes franchies l'une après les autres? Ou est-ce qu'il y a des ruptures, en fait, et puis des bonds de géants? Alors, il y a un peu des deux. Dire que la connaissance est un continuum depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, non, ce serait exagéré. Bien sûr, il y a des grandes découvertes. Mais ce qui est très important, c'est que ces grandes découvertes, elles font suite à des plus petites découvertes et à des réflexions qui sont issues de petites découvertes qui s'additionnent, qui se suivent, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a l'idée géniale. Alors, on peut prendre l'exemple d'Einstein et de la relativité. C'est pas apparu comme ça, d'un seul coup, par miracle. Non. C'est une évolution qui est beaucoup plus ancienne, qui remonte au 19e siècle et qui aboutit au début du 20e à la théorie d'Einstein. Mais Einstein ne fait que suivre la théorie d'autres physiciens qui sont passés avant lui. De même que la découverte de la radioactivité par Marie Curie à la fin du 19e siècle, ça n'est pas une découverte qui vient comme ça, par miracle, d'un claquement de doigts. Non, c'est une évolution qui couve depuis des années et des années. Alors, la médecine, oui, bien sûr, je connais bien. Pourquoi suivre l'évolution de cette physiologie? Parce que c'est une évolution que je suis et que je pratique depuis des années. Mais il y a aussi le fait que quand on parle de la médecine, quand on parle du cœur, eh bien, on touche à des domaines, à des domaines très sensibles. On est à la frontière entre la vie et la mort, la souffrance, l'espoir, un drame dans la vie, et puis parfois des très beaux succès. Et c'est vrai que c'est un domaine qui se prête bien à la construction d'un roman. On arrive avec cette façon de réécrire un petit peu l'histoire, un roman qui se lit vraiment comme un roman plus que comme un livre d'histoire. Ça commence au XVIIIe siècle, vous l'avez dit. À l'époque, ça se passe donc en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, mais ça commence aussi en Italie. Les premiers physiologistes étaient italiens. Et la première étape, en fait, donc dans ce qui va aboutir à la stimulation cardiaque, c'est la maîtrise de l'électricité. Et puis vous racontez quelques anecdotes, c'est qu'au départ, on fait des expériences, bien entendu, et l'idée, c'est d'établir le rapport entre l'électricité et la contraction d'un muscle. Et par exemple, on s'interroge à l'époque sur est-ce que cette électricité provient de l'animal ou de la personne en elle-même, ou est-ce que c'est une source extérieure? On part de zéro. On découvre l'électricité, c'est un peu par accident qu'on s'aperçoit que quand on envoie une décharge dans le corps, eh bien, on obtient une contraction musculaire. Le premier qui a essayé ça, c'est Muschenbroek, qui s'est pris une décharge électrique accidentelle en manipulant sa bouteille de Leyde. La bouteille de Leyde, c'est, pour schématiser, c'est une bouteille en verre avec un bain de mercure à l'intérieur et puis des feuilles c'est pas du papier d'aluminium, mais ça ressemble un petit peu à ça. Et en fait, il construit une sorte de condensateur primitif qu'il charge avec une machine très primitive. Il crée de l'électricité statique en frottant un globe de verre avec une peau de chat. Voilà. Donc on en est évidemment au tout début de l'électricité statique et il prend une décharge et il s'aperçoit que cette décharge est très douloureuse. Et donc les physiologistes demandent ce que c'est que la nature de cette décharge. Comment l'électricité peut-elle déclencher cette contraction, cette réaction du corps. Et c'est Galvani qui a le premier l'idée d'expérimenter sur un animal qui est facile à se procurer, qui est la grenouille. Oui, il y en a plein qui vont être mis à contribution dans les... Oui, les pauvres grenouilles ont payé un très très lourd tribut au début de la science électrique, et elle continue d'ailleurs aujourd'hui malheureusement pour elle. Mais c'est lui qui découvre que la décharge électrique dans un muscle provoque la contraction. Et il se demande quelle est la nature de cette contraction. Et est-ce que c'est l'électricité qu'on amène au muscle qui provoque la contraction? Est-ce que le muscle lui-même détient la propre électricité qui provoque sa contraction? Et il va mener des expériences et on va s'apercevoir qu'il y a un petit peu les deux finalement. L'application de l'électricité provoque effectivement une contraction du muscle, mais le muscle est capable lui-même de se contracter sans l'apport d'électricité extérieure.
Vous avez dit qu'il s'était pris une décharge électrique, et ça c'est quelque chose qu'on voit en fait beaucoup dans les premières décennies de cette évolution scientifique, c'est qu'on fait beaucoup de découvertes par hasard, hein, c'est la sérendipité. C'est des découvertes accidentelles, Oui. c'est des découvertes accidentelles, et c'est le principe de l'évolution de la science. On observe un événement, on réfléchit, et on en tire une conclusion. C'est ça la révolution des Lumières. Alors, les premières observations, effectivement, sont parfois accidentelles. On peut revenir à la découverte des rayons X. C'est une découverte accidentelle. On met une plaque photo à côté d'un bloc de radium et on s'aperçoit que la plaque photo est imprimée. Pourquoi? Donc c'est une découverte accidentelle aussi. Donc il y a beaucoup d'accidents et de hasards au début de beaucoup de découvertes scientifiques. Et puis après il y a le travail des scientifiques, il y a la réflexion, il y a la mise en place d'expériences pour confirmer, pour explorer l'inconnu et pour avancer. Et c'est ça qui explique qu'il y a des esprits remarquables, c'est quand on tombe sur une découverte par hasard, c'est d'arriver à dire que ça n'est pas une erreur d'expérimentation, mais que ça sous-tend en fait une découverte potentielle, une application potentielle. Alors il y a ça bien sûr, et puis il y a tout l'apprentissage, parce que la réflexion, ça s'apprend. Il faut une initiation, alors les tout premiers, évidemment, ils se sont initiés eux-mêmes, mais ils sont pas allés très très loin. Galvani, lui, il est pas allé très très loin. Et il est resté sur ses muscles de grenouille. C'est son neveu après qui va aller un petit peu plus loin et appliquer l'électricité sur le corps humain. Et là, on va partir vraiment dans la physiologie. Mais tous ces gens-là, ils ont une initiation au début. Ces scientifiques italiens vont essaimer en Europe, et vous rapportez une anecdote qui se passe à Londres en 1803, où là, il y a un professeur de chirurgie anglais qui reçoit un de ses confrères italiens et qui a besoin d'un sujet d'expérimentation pour reproduire les expériences de son confrère italien. Et là, il va demander à un juge de lui fournir un corps. Et il se trouve qu'il y a un condamné à mort par pendaison qui doit avoir lieu le lendemain. Et donc, ce chirurgien demande au juge, avant l'exécution de ce condamné, de lui garder le corps au frais, en gros, pour pouvoir faire des expériences dessus. Oui, aujourd'hui, ce serait un petit peu contestable sur le plan éthique, on est tout à fait d'accord. Alors déjà, il y a une chose qui est très importante à noter dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on a tendance à imaginer Galvani dans son petit laboratoire de Bologne, et puis un peu plus loin à Pavie, Volta dans son coin, et puis les Anglais, etc., etc. Non, la mondialisation, c'est un grand mot. L'européanisation, on va dire, elle existe déjà à cette époque-là, c'est-à-dire que les scientifiques voyagent, ils voyagent beaucoup. Il y a des courriers, il y a des revues scientifiques qui apparaissent dès la fin du XVIIIe siècle et qui se développent au cours du XXe siècle. Aldini, qui est l'élève et le neveu de Galvani, il va aller en France, il va aller faire des démonstrations en France, il va aller en Allemagne, il va aller à Londres dans justement, c'est lui qui va expérimenter sur le pauvre Foster qui a été pendu. Et donc tout ce monde se connaît. Quand Aldini va arriver en Angleterre, il va rencontrer un de ses collègues napolitains qui travaille à l'Académie des sciences de Londres et qui a inventé un appareil extraordinaire qu'on appelle le condensateur. Et c'est un napolitain, ils parlent en italien ensemble. Et le vieux professeur napolitain qui est installé à Londres depuis 60 ans est tout content de parler italien avec son collègue de Bologne. Alors pour en revenir à cette expérience, oui, c'est une expérience qui est tout à fait réelle, bien entendu. Hein. Alors c'est un roman, mais c'est un roman historique, et donc les anecdotes. Oui, d'ailleurs, en annexe, vous faites une liste des personnages réels qui sont les principaux personnages, et puis de ceux qui sont des personnages de fiction. Donc on peut, effectivement, il y a une grosse base de faits réels là-dedans. Oui, bien sûr. C'est un roman historique, donc les anecdotes que je relate sont des anecdotes réelles que je romance. C'est aussi le rôle du romancier, c'est le privilège du romancier de pouvoir romancer. Mais les anecdotes sont réelles, les personnages sont réels, et pour les besoins du roman, j'introduis des personnages de fiction pour rendre l'histoire plus vivante. Mais les personnages principaux ont tous existé, ou sont en tout cas inspirés de personnages authentiques, et les anecdotes sont des anecdotes authentiques. Donc on est bien dans le roman historique, bien entendu. Et donc cette histoire de ce supplicié qui va être utilisé pour une démonstration du pouvoir de l'électricité sur le corps, elle est parfaitement réelle, et on a les articles de la presse londonienne le lendemain de l'expérience qui avait relaté l'histoire de ce physiologiste italien qui avait ressuscité le cadavre du pauvre Foster.
Comment se faisait la diffusion de la connaissance à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, la communication scientifique se fait en anglais quasi exclusivement, les journaux sont quasiment tous en anglais, et puis on voit des gens sur Internet, on envoie des mails, mais comment à l'époque, au XVIIIe, XIXe siècle, un scientifique italien qui s'exprime en italien et qui publie en italien peut être au courant des découvertes, par exemple, d'un Allemand qui écrit et communique en allemand? Comment se faisait la transmission des connaissances entre ces différents centres? Alors d'abord, il faut savoir que le multilinguisme était extrêmement répandu à l'époque, beaucoup plus qu'il l'est aujourd'hui paradoxalement, où tout le monde parle anglais, mais les Italiens parlent pas allemand, les Allemands parlent pas français, et les Espagnols ne parlent pas italien. Il n'y avait pas Internet à l'époque, effectivement, donc la seule façon de s'ouvrir sur le monde, c'était de parler la langue. En Italie du Nord, tout le monde parlait allemand, puisque l'Italie était occupée par les Autrichiens. Les Anglais étaient un petit peu partout, et l'anglais est une langue qui est facile à apprendre. Les Italiens parlaient français, parce que le français est une langue facile. Les Français parlaient facilement italien parce qu'ils parlaient tous le latin, et que quand on parle le latin, eh bien c'est pas difficile de parler toutes les langues latines. Et finalement, bon an mal an, on arrivait à se comprendre assez facilement. Donc on voit que le problème de communication, il est finalement relativement réglé par le fait que oui, on n'a pas Internet, oui, on n'a pas Google Translate pour communiquer, mais les scientifiques qui voyagent ont l'habitude de pratiquer plusieurs langues. Qui est le premier à avoir l'idée de transposer ses expériences sur les grenouilles de contraction musculaire par l'électricité à l'homme? C'est Aldini. C'est Aldini qui est le premier à entrevoir la possibilité, et d'ailleurs il le dit dans cet article, à l'issue de cette expérience, à partir du moment où il découvre le condensateur à Londres, il ressent la possibilité de manipuler la vie. Et dans les articles qui vont suivre cette expérience, je vais pas dévoiler la fin de l'expérience parce qu'il faut lire le livre, bien entendu, mais ces articles qui ont été diffusés partout en Europe, l'idée qui naît à ce moment-là, c'est de manipuler la vie avec l'électricité. Vous racontez d'ailleurs l'histoire de Frankenstein, du docteur Frankenstein de Mary Shelley, ce côté un peu de Dieu, finalement, de réussir à ranimer à la vie des créatures. Alors là on est vraiment dans le roman. Mon personnage, c'est pas Frankenstein. Mon personnage, c'est Mary Shelley qui a écrit le roman de Frankenstein. Et donc, on est toujours bien sûr dans l'histoire parce que cette histoire est authentique. Elle est avec son mari Percy Shelley, avec Byron qui est un ami de Shelley, les deux grands poètes anglais de l'époque. On est en 1816. Cette expérience d'Aldini sur la galvanisation des corps, on utilisait déjà le terme de galvanisation, elle avait tellement marqué les esprits qu'en 1816, Byron et Shelley connaissaient cette expérience. Et Mary Shelley la connaissait aussi. Et pour des tas de raisons que j'explique, eh bien, elle va se mettre à écrire. Elle écrivait déjà. Et elle crée ce personnage avec cette manipulation de la vie, cette idée de la vie qui renaît de la mort, qui fait tout le charme du roman de Frankenstein. Mais au départ, il y a cette expérience d'Aldini qui a montré que on pouvait électrifier les corps et qu'on avait un certain succès. Et donc cette idée que l'électricité peut redonner la vie, elle existe dès le début du 19e siècle, et Mary Shelley ne fait que reprendre cette idée pour la romancer. Avant d'arriver au traitement, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et dans votre livre, c'est un Australien, le Dr Lidwill, qui, en 1913, est associé à la mise au point d'une machine qui permet d'enregistrer l'électrocardiogramme, c'est-à-dire l'activité électrique du cœur. Dans les études scientifiques, c'est souvent Willem Einthoven, un Hollandais, qui est associé à l'invention de l'électrocardiographe, et d'ailleurs, il obtient le prix Nobel de médecine pour ses travaux en 1924. Mais vous n'en parlez pas dans le roman. Non, je parle pas de l'invention de l'électrocardiographe parce que l'électrocardiographe ce n'est qu'un outil diagnostique pour moi. Indispensable, bien entendu. Ce que fait Lidwill, il n'invente pas l'électrocardiographe. Il construit le premier appareil l'un des premiers électrocardiographes en Australie. Mais évidemment, il s'inspire pour ça des travaux qui sont déjà menés en Europe. Et il est intéressé par cet appareil parce que donc lui il est à Sydney, mais à Melbourne il y a déjà un appareil qui a été construit et ils ont découvert pas mal de choses en enregistrant le cœur de patient. Et Lidwill, qui est un chercheur qui veut aller un petit peu plus loin, construit lui-même son propre électrocardiographe et il va découvrir des choses très intéressantes. Et justement, c'est lui qui est à l'origine de la première expérience de stimulation cardiaque chez l'être humain. Il s'agissait de nouveau-nés en état d'arrêt circulatoire, et là, il leur plante une aiguille, c'est ça, dans le cœur,
Alors c'est un petit peu sauvage, ça paraît un petit peu sauvage aujourd'hui, mais effectivement... C'était en 1926. Donc il construit son électrocardiographe avant la guerre, puis après la guerre, il décide d'aller un petit peu plus loin, donc il a mis en évidence, avec son électrocardiographe justement, il a enregistré le cœur de patients en fin de vie, et il s'est aperçu qu'il y avait des patients qui mouraient parce que le cœur ralentissait, et finissait par s'arrêter. Et ça, il l'a enregistré, ça, c'est des papiers qu'il a publiés à peu près pendant la guerre en Australie, en 1914-1915, qui passait complètement inaperçu en Europe, évidemment, parce que l'Europe avait autre chose à faire à ce moment-là que lire les papiers scientifiques. Mais l'idée lui est venue que si on pouvait stimuler le cœur de ces patients, peut-être que certains, on les empêcherait de mourir. C'est la première idée de la stimulation cardiaque pour soutenir le cœur, pour empêcher les patients de mourir. Il se dit, mais je vais essayer de construire cet appareil. Alors, il le construit pas tout de suite, il met un peu de temps, il s'allie avec un physicien de l'armée anglaise après la guerre, et dans les années 20, il commence à construire son premier appareil de stimulation cardiaque, donc ils font plusieurs tentatives. Et comment accéder au cœur ? Le problème, c'est qu'il faut une électrode à l'intérieur du cœur, et la seule solution qu'on avait à ce moment-là, c'était de planter une aiguille à travers le thorax pour arriver jusqu'au cœur. Alors, ça paraît un petit peu sauvage, mais ça marche. Et en 1926-27, je sais plus, il publie un papier que j'ai retrouvé d'ailleurs au cours de mes études, qui est paru dans le journal médical de Sydney. Ça n'a pas été facile de le retrouver, celui-là. Comment c'était une question? Comment vous l'avez retrouvé? Alors, je connaissais le titre du papier et la date de parution. Je me suis fait aider par des gens de la stimulation cardiaque qui ont des sources facile de bibliographie. Mais j'ai le papier avec la description. Dans la description, on a les initiales de l'enfant, on n'a pas son nom. Et donc, moi, je donne un nom, je l'appelle William, parce qu'en fait, voilà, oui, le nom est fictif, parce que les initiales, c'est W, mais on n'a pas le nom de l'enfant, mais l'anecdote est bien réelle. Donc, ce papier passe un peu inaperçu, mais il est quand même redécouvert, disons, 3 ans après, mais cette fois-ci à New York, par le docteur Albert Heyman, qui lui cherchait un moyen de ramener à la vie les électrocutés qui travaillaient à l'époque sur les grands chantiers de construction des gratte-ciels à New York. Alors au début, l'idée de Leadwell, c'était de réanimer des enfants qui étaient morts-nés. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est un tout petit bébé qui vient de naître et qui a un arrêt cardiaque parce qu'il y a une souffrance à la naissance. Première vie sauvée par la stimulation cardiaque, c'est un nouveau-né. Mais Heyman a un autre problème, c'est qu'il est confronté avec la construction des grands buildings de New York, à des accidents électriques très graves et à des patients qui arrivent en arrêt cardiaque. Et à l'époque, on n'a rien, il faut bien le dire, pour faire repartir le cœur. Et donc, il a l'idée de dire, tiens, si on peut faire repartir le cœur d'un nouveau-né à la naissance, peut-être qu'on pourrait faire repartir le cœur d'un électrocuté. Et il va tenter avec son frère de construire, de fabriquer un appareil de stimulation cardiaque avec les moyens du bord en 1935. Il va essayer de réanimer les patients. Alors on n'est pas très sûr qu'il ait vraiment réussi. Dans mon roman, je précise même que ce cas n'a jamais été publié. On sait que Heyman a utilisé son appareil, mais l'appareil a été étudié après par des scientifiques et notamment par Fuhrman, qui est un grand stimuliste américain qui a beaucoup travaillé sur la stimulation cardiaque, qui s'est amusé à reconstruire l'appareil de Heyman. Et manifestement, les constantes électriques que sortait l'appareil ne semblent pas suffisantes pour stimuler le cœur. Donc on n'est pas sûr du tout que cet appareil ait déjà fonctionné. On veut dire que les cœurs étaient repartis spontanément finalement? Probablement. Donc à partir des années 30, les Américains évidemment entrent dans la danse. Ça change fondamentalement ça, le rythme des découvertes? Alors au 19e siècle, il y a un fait en Europe, c'est l'invention d'une nouvelle science qui est la physiologie. Physiologie, c'est la science du vivant et on étudie le fonctionnement des organes. Au début du XXe siècle, avec notamment l'école allemande, on commence à bien comprendre le fonctionnement du cœur. Et on a des personnages comme McWilliam qui va découvrir la fibrillation, qui va découvrir qu'il y a deux façons d'arrêter le cœur, soit en contraction, soit en relâchement complet. Donc il va découvrir tout ça. Donc ça, ce sont des éléments qui sont bien connus à l'époque de Leadwell et à l'époque de Heyman. On sait à peu près comment fonctionne le cœur, comment fonctionne la circulation. Maintenant, si on veut stimuler le cœur, il faut passer de l'étape
physiologique, l'étude de la science du vivant, à l'étape technologique, application de la technologie à la science du vivant. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'il faut développer les outils électriques, développer l'électronique, et l'électronique médicale va vraiment prendre son essor. Alors, Iman était un tout jeune précurseur, de même que Lidwil. Ils ont tous les deux bricolé un petit peu dans leur coin. Mais ce qui se passe à partir la fin des années 40, c'est qu'il y a eu la guerre. Et il y a eu, aux États-Unis notamment, un effort de guerre énorme pour l'industrialisation et la fabrication de machines de plus en plus sophistiquées. Et on a, à la sortie de la guerre, une connaissance et une pratique de l'électronique qui est directement issue de l'effort de guerre des Américains et qui va permettre de construire des machines de plus en plus sophistiquées. Dans le livre, il y a toute une galerie de personnages, on en a cité quelques-uns. On peut revenir sur le destin exceptionnel de deux d'entre eux, et le premier, c'était justement pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un Français, il s'appelle Jacques Bourgard, et de son vrai nom, Paul Buffet. C'est un spécialiste des communications qui joue un rôle essentiel dans la résistance à Lyon en organisant l'interception des communications et leur transmission au sein de la résistance. Quel rapport a-t-il avec la stimulation cardiaque ? Paul Buffet, Jacques Bourgard, dans son nom de résistance, oui, c'est un compagnon de la Libération. C'est quand même quelqu'un qui a eu un rôle absolument énorme dans la résistance. C'est un ingénieur des télécommunications. Effectivement, il va réussir à pirater toutes les communications allemandes de la vallée du Rhône. Il va les paralyser ces communications au moment du débarquement en Méditerranée, sur la côte sud de la Provence. Et après la guerre, il va développer une nouvelle technologie qui est l'électronique. Il va commencer à construire des bouées de détection sous-marine qu'il va mettre partout autour de la France. Il va organiser avec De Gaulle la défense électronique de la France. Et il va créer une société qui s'appelle Électronique Appliquée, que nous connaissons bien sous le nom de ELA, participer à la construction du premier sous-marin nucléaire français. ELA va se voir confier toute l'électronique du redoutable. Et en même temps, ELA va créer une filiale qui s'appelle ELA Medical et qui est à l'origine du premier pacemaker français, avec des ingénieurs extrêmement innovants qui sont directement issus de la pensée scientifique française, qui n'a rien à voir avec la pensée scientifique américaine. On a dit tout à l'heure que les Américains, il y a eu un effort de guerre énorme. Oui, ils ont une puissance industrielle que n'a jamais atteint la France. Mais par contre, en France, les ingénieurs ont une capacité d'innovation et une liberté de pensée qui est directement issue de la Révolution des Lumières. Les encyclopédistes sont essentiellement français. J'ai cité Kant tout à l'heure qui est pas français. J'aurais pu citer Diderot, j'aurais pu citer beaucoup d'autres qui ont beaucoup fait pour cette nouvelle façon de penser qui est très imprégnée dans la culture française, et les ingénieurs français de l'électronique ont cette liberté de penser qui va leur permettre de développer cette technologie avec beaucoup d'innovations qui ensuite ont été reprises par d'autres. Alors c'est vrai que les Américains ont peut-être une puissance industrielle supérieure, mais au début c'était aussi artisanal. Vous citez par exemple Earl Bakken qui, à la fin des années 1940 à Minneapolis, va commencer à bricoler dans son garage des appareils médicaux défectueux, qui sera ensuite à la tête de Medtronic et qui deviendra la principale société qui aurait pu s'appeler Electromed. La principale société dans le domaine. Mais lui, au départ, il a commencé comme Steve Jobs, en fait, à bricoler dans son petit garage. Alors, c'est pas le seul. Vitatron aussi est né dans un garage en Hollande. C'est une autre société de pacemaker qui avait son garage à Maastricht. Donc, si on habite dans un appartement, on n'avait aucune chance de réussir, c'est ça? Mais si, parce que le premier pacemaker implanté, il a été construit dans la cave d'une maison. C'était en Suède, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Donc oui, effectivement, les tout premiers, c'est des bricolos. Je dis même pas des bricoleurs, c'est des bricolos. Mais comme Lidwil qui a construit son premier piano électrocardiographe qu'il essaie sur son collègue et qu'il a fait dans son atelier derrière son cabinet de consultation, comme Iman qui construit son premier appareil avec son frère ingénieur et il bricole ça dans un atelier, on sait pas trop comment. Les premiers pacemakers qui sont construits, les premiers appareils, oui, ils ont été bricolés. Pour que ça marche, on a l'impression qu'il faut toujours un couple entre un médecin chirurgien et un ingénieur industriel. Il faut que
pour aboutir à un produit, il faut que le médecin soit un peu geek, qu'il comprenne un peu l'électronique, la techno, et que l'ingénieur, il soit pas complètement dans les nuages, qu'il sache un peu quelle application il peut faire de sa petite bidouille dans le garage. Oui, c'est un peu vrai, c'est vrai. J'avais pas réalisé ce que vous me dites là, mais parce que par exemple, Earl Bakken à Minneapolis, c'était avec le docteur Lillehei. Et puis on a toujours un couple, on va en parler après avec les Suédois, on a toujours un couple médecin-ingénieur en fait pour que ça marche, quoi. C'est vrai. De même que Iman avec son frère ingénieur, lui est médecin, son frère ingénieur. C'est vrai. Alors, les médecins n'ont pas la culture technologique et les ingénieurs n'ont pas la culture médicale. Et c'est justement ce qui va faire le succès de Earl Bakken, c'est que sa femme travaille dans le milieu médical, il va être très rapidement, très jeune, encore étudiant, introduit dans le milieu médical et il va être confronté aux gens avec qui sa femme travaille, qui disent « mais c'est intéressant ce que vous faites, nous on a des problèmes, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Et donc, il va apprendre à aborder le problème des médecins sous un angle médical et non pas sous un angle purement technologique. Et c'est comme ça qu'il va être amené à bricoler les appareils, à réparer déjà les appareils qu'ils utilisent, les centrifugeuses, donc c'est encore des vieux moteurs avec une électronique, avec des ampoules électriques, des courroies de transmission qui cassent, etc. Il va apprendre comment utiliser ces appareils et quel est leur intérêt. Il va s'imprégner petit à petit de cette culture médicale et il va être le premier à avoir cette double culture à la fois médicale et technologique. Alors, il y en aura d'autres après, on va en Suède puisque le premier ingénieur à avoir fait ça, il est à la fois ingénieur et médecin, il y en a eu d'autres, hein. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de Laurence, etc. Mais il faut effectivement, pour construire ces appareils, avoir cette double culture. Partons en Suède, justement. Donc, on est en 1958. Et là, il y a un ingénieur électrique qui travaille chez Volvo, qui s'appelle Arne Larsson, qui a un cœur lent. On va finir par lui implanter un stimulateur et vous raconter l'histoire. Il n'y avait pas eu d'essai vraiment avant. En fait, on lui met un appareil, c'était soit ça, soit il mourait. Oui. Il y avait pas d'autre choix. Bah et oui. D'ailleurs, je raconte l'anecdote, bien entendu, est vraie. Arne Larsson, je l'ai rencontré. Oui, c'est la première vie vraiment sauvée, le premier pacemaker implanté en tout cas. L'anecdote est réelle. Le pacemaker qui lui a été implanté n'avait été testé que sur des chiens quelques jours avant. Mais on n'était pas sûr que ça marche. Et on n'était pas sûr que ça marche. Mais c'était ça ou de toute façon, il allait mourir. Puis ce qui est rigolo, j'ai cité qu'il était ingénieur parce qu'en fait, il va travailler lui-même au perfectionnement des futurs appareils qu'on va lui implanter. Absolument. Il a beaucoup travaillé sur les sondes, Arne Larsson. Les sondes, il faut dire, ce sont donc ces petits câbles qui sont reliés au pacemaker et qui vont cheminer jusque dans le cœur et délivrer dans le cœur les impulsions électriques fournies par la batterie. Voilà, c'est le lien entre le cœur et le boîtier qu'on appelle le pacemaker. C'est un fil électrique en fait. Et Arne Larsson a beaucoup travaillé dessus parce que il avait des relations chez Ericsson, qui est une grosse boîte suédoise de technologie de la communication. Et Ericsson avait une très grosse expérience déjà à l'époque, dans les années 50, début des années 60, sur les transmissions électriques, les transmissions par câble. Et donc Ericsson a participé à la mise au point des premières sondes de stimulation cardiaque. Et un des autres problèmes techniques qui va être rencontré, c'est bien sûr la batterie, puisque les premiers appareils que Larsson porte, la batterie dure quelques jours, et puis évidemment la longévité des batteries va augmenter. Aujourd'hui, la pile qui s'est imposée, c'est une pile à lithium, mais dans les années 60-70, à la fois en France et aux États-Unis, on va chercher d'autres technologies, et notamment on explore la pile atomique. Ça veut dire, Pierre, qu'on a mis du plutonium chez des gens, c'est ça? Mais il y a encore des gens qui vivent avec des piles au plutonium aujourd'hui. Parce que c'est quasiment éternel. Alors c'est pas éternel, c'est une demi-vie de 30 ans. C'est du plutonium qui sort des centrales nucléaires qui a déjà été, c'est du deuxième main, et avec une durée des piles qui ont une durée de vie d'à peu près 30 ans, et donc il y a des gens qui sont implantés depuis les années 70 et qui vivent encore aujourd'hui avec des piles qui sont peut-être un petit peu faibles, mais il y en a encore. J'ai eu l'occasion de suivre pas mal de ces patients à l'époque où je travaillais à Lille, où il y a eu beaucoup de piles au plutonium qui ont été implantées et on les surveillait de très très près. On avait des accords et des rapports à envoyer au CEA, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des années 70, il y avait en France une idée qui est née et qui vient à l'origine du Premier ministre Pompidou, qui avait, à la suite de De Gaulle, une idée très précise de l'indépendance énergétique de la France. L'indépendance énergétique de la France, ça passait par l'indépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz. Alors on en reparle beaucoup aujourd'hui. On était à cette époque
au tout début de la filière nucléaire. Et l'idée de Pompidou, c'était de dire, ils avaient confié à Alcatel, une grande société électrique française, la mission de mettre au point des piles qui fonctionnaient au plutonium, mais de très petite taille, de façon à développer une notion qui aujourd'hui nous paraît complètement aberrante, qui est le nucléaire domestique. C'est-à-dire qu'on envisageait non seulement de faire fonctionner des bateaux à l'énergie nucléaire, ce qui a été fait, les sous-marins nucléaires existent. Il y a même il y a des porte-avions, il y a même des cargos nucléaires. La flotte russe comporte beaucoup de brise-glaces et de paquebots qui marchent à l'énergie nucléaire. Mais l'idée, c'était d'avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité nucléaire. C'était d'avoir des maisons chauffées avec des micro-centrales nucléaires dans la cave qui allaient chauffer l'eau, et pourquoi pas des toutes petites piles. Et c'est l'idée qui est née un jour de la rencontre d'un médecin ingénieur qui s'appelait Laurence, de son nom, et un ingénieur du CEA qu'il connaissait bien, de créer une toute petite pile nucléaire qui pourrait faire fonctionner un pacemaker. Et ce pacemaker, il a été inventé, il a été créé. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Alcatel s'est allié à Medtronic. Et puis il y a eu d'autres sociétés. Il y a General Electric qui en a fait un. Et ce pacemaker nucléaire, il a été implanté pendant des années jusqu'à ce que le mouvement anti-nucléaire dise stop. L'idée de la société basée sur le nucléaire domestique a été abandonnée un peu vers la fin des années 70 pour des raisons techniques, des raisons de sécurité, des raisons politiques. Oui, c'était l'opinion publique en fait qui n'acceptait plus le tout nucléaire. Voilà, c'était ça. Les manifestations de Crest-Melville qui ont mis en évidence le mouvement anti-nucléaire très puissant dans les années 70 qui a mis fin à l'expérience. Et vous l'avez dit, le français Alcatel a collaboré avec l'américain Medtronic et le résultat, cette pile... ce stimulateur à la pile atomique a servi pendant la guerre froide à un premier secrétaire du Parti communiste soviétique. C'est vrai cette histoire ? Alors l'histoire est vraie en partie. L'histoire du pacemaker de Brejnev, oui, elle est vraie. Il est évident que ce pacemaker, vu la durée de vie du pacemaker à l'époque, ça ne peut être qu'une pile nucléaire. Est-ce que c'est Medtronic qui l'a fourni ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Les gens de Vitatron disent non, c'est pas Medtronic qui l'a fourni, c'est nous. Puis il y en a d'autres qui disent non, c'est nous. Bon, Medtronic affirme que c'est eux. On ne sait pas. Alors il faut bien savoir que dans les années 70, la vie privée du premier secrétaire du Parti communiste soviétique, elle n'est pas très connue. Il faudrait peut-être aller fouiller les archives du KGB et encore, je pense qu'elles sont pas prêtes d'être déclassifiées pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc là, oui, l'histoire est vraie. L'histoire de ce pacemaker qui provient de l'Occident, oui, elle est vraie. Là, je romance un petit peu pour donner un petit peu de vie à cette histoire. Mais ce qui est certain, c'est qu'il n'y avait pas de pacemaker en URSS à l'époque. Et que, par la suite, Brejnev a donné l'impulsion pour créer cette industrie, cette branche de l'industrie médicale en URSS. La fabrication du premier pacemaker soviétique a été confiée à l'ingénieur qui était le plus qualifié à l'époque et qui s'appelait Kalachnikov. Et aujourd'hui encore, la marque de pacemaker russe s'appelle Baïkal, parce que l'usine est située à côté du lac Baïkal, et c'est là qu'on fabrique les pacemakers russes, mais également les AK-47, bien connus de tous les révolutionnaires du monde. L'histoire de votre roman s'arrête dans les années 70. Pour moi, l'histoire s'arrête au début du XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que je considère que le début du XXIe siècle, c'est pas encore de l'histoire, c'est le monde contemporain. Et l'histoire, ce sera de l'histoire dans quelques années. Ma dernière question, Pierre, c'est sur le titre du livre. Donc, on a dit en introduction que votre roman historique s'appelait « La montée à l'Empirée ». Alors, c'est quoi l'Empirée, pour ceux qui connaissent pas, et quel rapport avec votre histoire ? Sans tout dévoiler. Non, on va pas tout dévoiler, bien sûr. Je précise que c'est le premier chapitre et le dernier chapitre qui donne l'explication. Le prologue et l'épilogue. Voilà. On a l'explication dans le prologue et dans l'épilogue. Oui, la montée à l'Empirée, donc c'est un tableau célèbre de Jérôme Bosch. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous propose d'aller voir sur Internet. Et puis si vous avez l'occasion d'aller le voir au musée de l'Académie à Venise. L'Empirée, dans la mythologie grecque, c'est le 7e ciel, c'est-à-dire le monde idéal, le domaine où vivent les dieux. Et puis plus tard, dans la tradition chrétienne, le mot empyrée, par assimilation, est devenu synonyme du paradis céleste.
c'est-à-dire le monde auquel chacun aspire, le monde où les âmes montent au ciel après la mort. Donc c'est devenu synonyme, j'emploie le terme empyrée comme synonyme d'un monde idéal auquel on aspire. Alors pourquoi la montée? Donc j'ai expliqué qu'on part du Moyen-Âge technologique qui est le XVIIIe siècle. Je considère qu'il n'y a pas beaucoup de progrès technologiques entre le Moyen-Âge et le XVIIIe siècle. Et en 200 ans, on arrive à une révolution énorme. Et donc, on monte progressivement vers cette idée, vers ce monde technologique auquel on aspire depuis le début du 19e siècle. Et le roman est construit un peu à la façon d'un escalier où chaque chapitre est une marche qui nous mène au monde technologique auquel on aspire. Donc voilà le sens du titre. Et puis je vous invite à jeter un coup d'œil au tableau avec un halo lumineux qui est célèbre, et puis ça parle de la vie et de la mort et donc de l'apport de la technologie dans cette affaire. Merci beaucoup Pierre Lefranc d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre roman historique La montée à l'Empyrée aux éditions Frédéric Deville. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, j'espère que cela vous a plu. Je compte sur vous pour partager ce podcast et compte sur votre présence pour un prochain épisode. À très bientôt. Merci Pierre. Merci Razan.